Bonjour à tous, les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour la web découverte CETIM Academy, découverte de la fatigue des matériaux, définition, vocabulaire et faciès de rupture. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Vous pouvez vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler découverte de la fatigue des matériaux, définition, vocabulaire et faciès de rupture. Les matériaux et leurs caractéristiques évoluent et constituent un facteur d'innovation majeur. Ils constituent également un facteur de compréhension de phénomènes liés à la dégradation et aux défaillances. Ce module vous permettra de connaître le vocabulaire spécifique et le mécanisme de fissuration par fatigue des matériaux, de reconnaître les ruptures dues au chargement de fatigue, savoir quelles sont les grandeurs nécessaires pour concevoir vis-à-vis de chargement de fatigue. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par Madame Isabelle Hutter et Monsieur Robin Hauteville, experts au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Hauteville, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour à tous, je suis ravi de présenter cette formation qui a pour objet découverte de la fatigue des matériaux. On est ici pour le module numéro 1, qui est plus spécifique sur la définition, le vocabulaire qu'on peut rencontrer quand on parle d'études de fatigue, et aussi sur plusieurs faciès de rupture qu'on peut observer lorsqu'on est affaire au phénomène de fatigue. Donc d'abord, je vais nous présenter Madame Hutter et moi-même. Madame Hutter, qui est expert au CETIM, qui est responsable technique d'affaires, plus spécialisé sur la caractérisation des matériaux en fatigue, le post-traitement des données expérimentales et aussi la caractérisation de structures et de pièces en fatigue. Elle gère aussi également les formations qui sont spécialisées dans le domaine de la fatigue des matériaux métalliques. Elle est également référente technique d'essais sous certification COFRAC. Donc pour ce qui est des essais de fatigue HCF et LCF, autrement dit High Cycle Fatigue et Low Cycle Fatigue. Et enfin, elle est aussi experte dans la caractérisation des joints soudés. Moi-même, je me présente, Robin Hauteville, responsable technique d'affaires également au CETIM. Je suis plus spécialisé dans la caractérisation des matériaux en fatigue, dans le post-traitement des données expérimentales également, et dans la caractérisation des structures et des pièces en fatigue. Je m'occupe également pour certains projets de la corrélation entre les calculs et les essais, et également je m'occupe aussi de certains projets qui ont pour but la caractérisation des structures sous environnement vibratoire et ce qu'on va appeler la fatigue vibratoire. Donc si on commence par le contexte et les enjeux qui ont été rappelés il y a quelques minutes, pour la caractérisation des matériaux, il faut savoir que c'est un domaine qui est en innovation perpétuelle. On invente de nouveaux matériaux, de nouvelles nuances matières et de nouveaux process de fabrication de matériaux en permanence. Le fait de comprendre comment se comportent ces matériaux en fatigue est primordial pour chaque industriel afin de répondre aux contraintes industrielles de leur marché respectif, tout en respectant les interdictions et les contre-indications qui leur sont liées. Le fait de comprendre aussi ce comportement sous des environnements hostiles et contraints vous permettra d'optimiser vos structures et d'optimiser vos process matière tout au long du développement d'un prototype quelconque. Pourquoi le CETIM vous propose cela? C'est qu'on est un laboratoire indépendant qui possède une multitude d'experts en métallurgie et une expertise de plus de 50 ans en multicompétences en France et à l'international. Et on propose également plus de 450 formations qui sont disponibles en interne ou en classe virtuelle. Donc si on commence pour cette partie
de cette présentation par une introduction et des définitions. On va brièvement expliquer ce qu'est le phénomène de fatigue de façon générale. On va prendre un exemple tout bête, un exemple que tout le monde connaît, qu'on a tous étudié à un moment ou un autre dans nos études en mécanique. C'est le cas d'une poutre encastrée libre, tout bête, euh, à laquelle on va appliquer une force ponctuelle à l'extrémité de celle-ci. Cette force, on va l'appliquer de façon répétée, sous la forme peut-être d'un sinus, au cours du temps. Et on va répéter cette force donc au cours du temps et au fil, au fil du temps, on va voir apparaître une fissure qui va occasionner la rupture totale de cette poutre. C'est ça qu'on appelle le phénomène de fatigue, c'est le fait qu'on voit apparaître au bout d'un certain temps une fissure et la rupture brutale d'un matériau. Plus historiquement, on a commencé à parler du phénomène de fatigue au XIXe siècle. Wilhelm Albert réalise en 1929 pardon, les premiers essais de fatigue sur des chaînes de puits miniers. On a également Jean-Victor Poncelet en 1839 qui utilise le terme fatigue, donc le terme à proprement parler qu'on utilise aujourd'hui pour décrire ce phénomène. Lui, il le décrit pour l'endommagement des métaux sous sollicitation cyclique, donc c'est pour des structures qui sont soumises à des chargements répétés. Et on a enfin, au milieu du 19e siècle, en 1852, Auguste Wöhler, qui conduit les premières investigations systématiques en fatigue, et qui est notamment l'inventeur des courbes SN, donc stress versus number of cycles, contrainte nombre de cycles, ou qu'on appelle plus communément les courbes de Wöhler. Je vais passer par un peu de définition des grandeurs que l'on utilise dans la fatigue, dans l'étude d'un comportement en fatigue, notamment par ce qu'on va appeler les contraintes. Donc les contraintes, qu'est-ce que c'est? Si on prend par exemple un échantillon de matière auquel on va appliquer des chargements uniaxial aux extrémités de celle-ci, on va générer en tout point de cet échantillon de matière un gradient de contrainte qui est la force que l'on applique sur la section. Donc c'est vraiment une unité très importante enfin une grandeur en tout cas, qu'on va utiliser tout au long de cette présentation et qu'on utilise lorsqu'on parle de fatigue. Euh, et notamment, on parle également de déformation, qui dit contrainte dit également déformation, qui est tout bêtement le rapport entre la variation de longueur et la longueur initiale qu'on a de notre échantillon. Donc c'est ces deux entités-là qui vont nous permettre de caractériser l'état local et global de notre structure ou de notre échantillon de matière pour caractériser le phénomène de fatigue. Pour faire un comparatif avec un essai de traction simple, par exemple, quand on prend un échantillon de matière, on le charge de façon progressive, on augmente du coup les contraintes locales sur notre échantillon durant une phase élastique et on observe au bout d'un certain temps une phase d'écrouissage jusqu'à obtenir une rupture brutale de notre échantillon. Donc ça, c'est pour un essai de traction simple où on va avoir les caractéristiques principales de cet essai avec la limite conventionnelle d'élasticité et la limite finale à rupture. A contrario, un essai de fatigue, on va répéter de façon cyclique un niveau de contrainte maximale sur notre échantillon et au fil du temps, on va s'apercevoir qu'on va générer une fissure et une rupture brutale de notre échantillon ou de notre pièce. Le problème, c'est que le niveau de contrainte auquel on observe cette fissure est bien moins élevé que celui que l'on a en traction simple. Et c'est là que le problème est là. C'est qu'il est difficile d'appréhender le moment où on va avoir cette rupture,
étant donné que on considère que peut-être en dessous de cette limite à rupture, je peux appliquer n'importe quel chargement en dessous de cette limite dans le temps et on n'obtiendrait pas de rupture. Et bien si, là, en l'occurrence, on obtient une rupture. Et c'est l'objet des études de comportement en fatigue. Donc pour se focaliser un peu plus sur ce chargement en fatigue, dans ce cas un chargement cyclique, sur lequel on va avoir un cycle de contraintes, également une contrainte moyenne, une contrainte maximale, une contrainte minimale, une amplitude de contrainte, qui est l'étendue de contrainte divisée par 2, et l'étendue de contrainte, qui est la différence entre la contrainte maximale et la contrainte minimale. Donc pour faire le distinguo, il ne faut pas confondre l'étendue de contrainte et l'amplitude de contrainte, qui sont deux entités différentes. Cette planche-là, à quoi elle sert? Elle vous présente les principales, j'allais dire, grandeurs de contraintes que l'on va utiliser pour caractériser notre échantillon, notre pièce en fatigue. En général, on utilise l'amplitude de contrainte et les contraintes maximales, voire l'étendue de contrainte, pour caractériser un état de contrainte locale sur notre échantillon. Donc voilà, il faut avoir en tête que on peut utiliser une de ces trois entités pour exprimer cet état de contrainte. Cependant, on a différents chargements cycliques suivant que l'on se place dans les chargements avec des contraintes positives ou négatives. Et là encore, on a trois types de chargements en fatigue. Si on considère par exemple que nos cycles de contraintes sont purement négatifs, donc on a sigma min qui est inférieur à sigma max qui est inférieur à 0, on va du coup on va être obligé pour caractériser l'essai que l'on est en train de réaliser, utiliser une entité qui est le rapport de charge. C'est donc le rapport entre la contrainte minimale et la contrainte maximale. Et ça va nous permettre, sans avoir besoin de regarder les cycles de chargement, de savoir dans quel type d'essai, dans quel type de chargement de fatigue on se place. Là, typiquement, par exemple, on est dans un état de contrainte qui est purement négatif et on va être dans un chargement à contrainte ondulée de compression. Donc la structure est soumise qu'à de la compression. Et si on se focalise par exemple plus particulièrement sur le cycle de contrainte de droite, on voit qu'on a un sigma max qui est pas égal à 0 parce que c'est difficile d'avoir un 0, mais en essai, en tout cas, on va se rapprocher le plus possible d'un sigma max est égal à 0 et on va avoir du coup un chargement qu'on va appeler répété de compression avec un rapport de charge qui va tendre vers moins l'infini. Autre exemple, si par exemple on a à la fois des contraintes minimales qui sont négatives et des contraintes maximales qui sont positives, là on va avoir un rapport de charge qui va osciller entre moins l'infini et 0, et on va appeler ça du coup des contraintes alternées. Donc on va alterner de la compression et de la traction. Si on se focalise plus particulièrement sur le cycle de chargement central, on a à la fois une contrainte positive, une contrainte négative bien sûr, mais on a la contrainte minimale qui est égale à moins la contrainte maximale. Donc on a un sigma moyen qui est égal à 0. Et c'est ce type de chargement, on va donc l'appeler un cycle de chargement purement alterné, puisqu'on va avoir de la traction et de la compression à niveau équivalent, j'allais dire, au signe près. Dernier type de chargement, à contrario du premier, là on va être purement positif. Donc on va avoir des tas de contraintes minimales et maximales qui vont être purement positifs, et un rapport de charge qui va être compris entre 0 et 1. Ces types de chargement en fatigue, on va les appeler du coup une contrainte ondulée de traction. Donc on va exercer uniquement de la traction sur notre échantillon, sur notre pièce. Et si on se focalise plus particulièrement sur le cycle de contrainte de gauche, on va avoir un sigma min qui va approcher le 0 et
on va du coup avoir un rapport de charge qui va également approcher le zéro, et on va appeler ça un cycle de chargement répété de traction. Le problème, c'est qu'en fatigue, on n'a pas forcément que des chargements cycliques sinusoïdaux à amplitude constante, comme vous pouvez le voir à gauche. On peut également être confronté à un chargement avec des amplitudes variables. Et c'est ce qui est observé généralement quand on a des pièces soumises au phénomène de fatigue, elles ne sont pas forcément soumises à des chargements à amplitude constante. Donc c'est intéressant aussi pour les essais mécaniques de réaliser des essais avec des amplitudes variables. Pour ici, on va plutôt se concentrer sur les amplitudes constantes, mais il faut avoir à l'esprit que lorsque on étudie une pièce qui est soumise au phénomène de fatigue, il se peut qu'elle ne soit pas soumise à des chargements à amplitude constante. Comme je le disais tout à l'heure, pour étudier le phénomène de fatigue et modéliser son comportement, on va utiliser ce que l'on appelle la courbe de Wöhler, ou ce que j'ai appelé tout à l'heure la courbe SN, Stress vs Number of Cycles, donc qui va se présenter de la manière suivante. On va tracer un graphique en ordonnée avec les amplitudes de contrainte. Ici, ça, on a amplitude de contrainte. Je rappelle qu'on peut aussi parler en contrainte maximale et en étendue de contrainte. Et on va avoir en abscisse le nombre de cycles de contraintes que l'on a appliqués à notre échantillon ou à notre pièce. Si on prend un exemple, j'ai mon échantillon de matière, j'ai appliqué un niveau de contrainte donné et j'attends dans le temps, j'applique ce chargement cycliquement et j'attends un nombre de cycles donné, par exemple 100 000 cycles, et j'obtiens une rupture. J'obtiens une rupture à peu près 100 000 cycles. Pourquoi pas? Si je recommence l'opération un certain nombre de fois, je vois que la pièce, malgré le fait que je l'ai contraint au même niveau de contrainte, j'obtiens des durées de vie qui sont différents. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que on a une dispersion dans notre nombre de cycles à un même niveau de contrainte. Donc le phénomène de fatigue est, ce qu'on peut dire, il est aléatoire. Si on répète l'opération sur un niveau de contrainte différent, on voit qu'on obtient la même chose et qu'on obtient également la même chose à un autre niveau de contrainte. Alors comment caractériser cette évolution en fonction du nombre de contraintes, de l'amplitude de contrainte pardon, et du nombre de cycles? Eh bien par la courbe de Wöhler qui va être de l'allure suivante, qui va donc caractériser euh, le comportement en fatigue de notre matériau en fonction des ruptures que l'on aura observées à chaque palier de contrainte. Donc les trois niveaux de contrainte, on va appeler ça les paliers de contrainte, et ça va nous permettre de tracer notre courbe de Wöhler. Cette courbe de Wöhler, elle comporte trois domaines. Donc le premier domaine qu'on a appelé oligocyclique, c'est un domaine qui est compris entre 10 et 100 000 cycles au maximum, et qui va faire appel au comportement, j'allais dire, de plasticité du matériau. Et c'est un domaine où les nombres de cycles à rupture sont très faibles. On a un deuxième domaine qui s'appelle le domaine d'endurance limitée. Donc c'est le domaine où on a plus tendance à solliciter le comportement élastique de la structure, où on va avoir des nombres de cycles qui vont varier entre 100 000 et 10 millions de cycles. Et enfin, on a un troisième domaine qui s'appelle le domaine d'endurance illimitée, où dans ce domaine, on considère que à ce niveau de contrainte, on n'a aucune rupture. Euh, pour parler un peu des différents, j'allais dire, termes utilisés dans le domaine de la fatigue, le premier que je vais citer ici, c'est la limite de fatigue. Donc la limite de fatigue, qu'est-ce que c'est? C'est pour une contrainte moyenne donnée, la plus grande amplitude de contrainte pour laquelle il n'est pas observé de rupture après un nombre de cycles infini. Donc
c'est un niveau de contrainte, c'est une grandeur exprimée en contrainte, qui va nous donner comme information qu'à partir de ce niveau, en dessous de ce niveau de contrainte, si j'applique un niveau de contrainte en dessous de cette valeur, je n'aurai pour un nombre de cycles, infini, pas de rupture. On a ensuite la limite d'endurance qui est à faire attention de ne pas confondre limite d'endurance et limite de fatigue. Souvent, les personnes confondent les deux, alors que la limite d'endurance, c'est une valeur d'amplitude de contrainte pour laquelle il est constaté 50% des ruptures après un nombre fini de cycles. Donc c'est une valeur qui peut être déterminée par des méthodes statistiques, type Staircase ou Lokati, et c'est la confiance de la dispersion et de la loi de distribution des contraintes permet d'obtenir également la limite à n'importe quelle probabilité de rupture. Donc faire attention à ne pas confondre ces deux grandeurs qui sont très différentes. Et on a le dernier terme qui est la durée de vie. Donc je vous parlais tout à l'heure du nombre de cycles, mais on peut aussi appeler ça durée de vie. Et on va plutôt appeler ça durée de vie que nombre de cycles. Et c'est donc le nombre de cycles de contraintes n nécessaires pour atteindre les ruptures que l'on a observées précédemment. On va parler maintenant des mécanismes de fissuration et des méthodes associées. Donc les slides que je vous présente ici vous montrent des exemples de ruptures sur des structures diverses. Par exemple, un poteau qu'on peut retrouver sur un trottoir, dans une rue, une éolienne, c'est ballot, mais c'est déjà arrivé. Une structure aussi imposante, même une éolienne, est soumise au phénomène de fatigue et peut être soumise à une rupture brutale. On a aussi des exemples dans l'aéronautique. Ce qui est important de savoir ici, c'est que le phénomène de fatigue est la cause de 80% des ruptures vues en service. Et étant donné que c'est un nombre quand même conséquent, il est très important d'en prendre toutes les considérations lors de votre processus de conception de votre pièce ou lorsque vous voulez expérimenter un nouveau process matière ou une nouvelle nuance matière. On a ici un dernier exemple sur un bateau à grande envergure, où là on a une fissure assez importante qui est apparue au bout d'un certain temps. Donc comment se manifeste le phénomène de fatigue? Donc le mécanisme, la fatigue occasionne une fissure et une rupture brutale de la structure, mais comment cela se déroule-t-il? On a, au fil du temps, la durée de vie totale de notre pièce, avant la rupture, on a 3 stades. Le premier stade, qui est l'amorçage, qui intervient à l'échelle microscopique de notre matière ou de notre structure, ou à l'échelle du grain, donc à l'échelle cristallographique. Cet amorçage va endurer, donc, va engendrer la propagation des microfissures qui sont apparues. La propagation de ces microfissures va entraîner la propagation de macrofissures à l'échelle macroscopique ou à l'échelle de la pièce. Enfin, une fois que cette macro-fissure ou ces macrofissures, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, se sont propagées, on obtient la ruine totale de notre composant ou de notre structure, et donc on appelle ça la rupture finale ou brutale de notre pièce ou de notre échantillon de matière. Pour prendre un exemple un peu plus concret, on va prendre un échantillon de matière avec un plan cristallographique auquel on va lui appliquer un cas de traction simple qui va générer localement un état de cisaillement, un état de contrainte de cisaillement. Le stade 1, amorçage des fissures et propagation des micro-fissures. Ces fissures sont amorcées selon en tout cas les fissures sont occasionnées
par les contraintes de cisaillement essentiellement, dans le cas présent. Ces contraintes de cisaillement amorcent des micro-fissures et ces micro-fissures vont se propager. Elles vont se propager pour créer une macro-fissure selon le plan normal à la direction de chargement auquel on a, pour cet exemple-là, on a par exemple le chargement qui est selon l'axe vertical et le plan de fissuration finale, le plan de faciès du rupture, est normal et l'étal horizontal est à l'horizontale. Donc là, pour cet exemple-là, on a bien la macro-fissure qui est normale à la direction de sollicitation. Quelles sont les méthodes pour étudier le phénomène de fatigue sur votre pièce ou sur votre matière? Ici, je vais plutôt parler de matière, car si on va plutôt s'intéresser aux essais de fatigue sur des échantillons de matière. Elle se décompose en 4 étapes. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre matière ou votre matériau comporte un défaut? C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile de le savoir à l'avance, mais il faudrait, au préalable, si on veut utiliser les bonnes méthodes pour l'étude de votre matière, se poser la question et faire les investigations qu'il faut pour s'en assurer. Alors, si vous avez un défaut et que vous vous en rendez compte, la cause c'est que votre matériau comporte un défaut de fabrication et que la méthode la plus adéquate pour étudier le phénomène, pour étudier votre matériau, ça serait plutôt la méthode de mécanique de la rupture linéaire. Cette méthode, elle va faire appel au comportement d'élasticité globale de votre échantillon et elle va occasionner des propagations de fissures qui sont très importantes. Et le fait qu'on occasionne des propagations de fissures importantes rend inadéquate, en tout cas ne rend pas compatible l'étude de la fatigue avec ce type de matériau. Si votre matériau ne présente pas de défaut, ça veut dire que votre process est sous contrôle. Et donc là, vous pouvez étudier votre matière sous la fatigue à grand nombre de cycles ou l'étude de la fatigue à des faibles nombres de cycles. L'étude à grand nombre de cycles va faire appel au comportement d'élasticité globale de votre structure. C'est donc ce qu'on a vu tout à l'heure sur la courbe de Wöhler, le domaine d'endurance limitée ou illimitée. Enfin, l'étude des faibles durées de vie va faire appel au comportement de plasticité de votre matériau et on sera plutôt dans le domaine oligocyclique, donc dans les faibles durées de vie entre, je l'ai dit tout à l'heure, 10 et à peu près 100 000 cycles. On va maintenant s'intéresser aux différents types de ruptures que l'on peut observer lorsque l'on étudie le comportement en fatigue d'une pièce, d'un échantillon, lorsqu'il est soumis au phénomène de fatigue et lorsqu'il a rompu totalement. Alors vous pouvez voir ici que on a un faciès de rupture d'un échantillon qui comporte deux zones. La première, c'est la zone de fatigue. Donc c'est la zone où la fissure s'est propagée, enfin là où les fissures d'ailleurs se sont propagées durant votre essai ou durant la mise en service de votre pièce. Cette zone est observée à l'œil nu, mais on préfère l'investiguer, si vous voulez, à la loupe binoculaire pour avoir plus d'informations et que ce soit un peu plus clair, qu'on ait beaucoup plus d'informations qu'à l'œil nu en tout cas. Le faciès est lisse et brillant, étant donné que la propagation de la fissure est assez lente, le faciès est lisse et on peut voir on peut savoir avec la taille de cette zone si la pièce a subi des chargements trop importants ou pas. On a une deuxième zone qui est la zone de rupture brutale. Donc c'est la zone qui a maintenu les deux parties de votre pièce ou de votre échantillon jusqu'au dernier cycle de sollicitation, donc au dernier cycle de sollicitation, pardon.
Donc c'est cette zone qui a rompu en dernier, si vous voulez. Cette zone est aussi observable à l'œil nu et à la loupe binoculaire, et elle a la différence de la zone de fatigue, c'est qu'elle est un peu mate et qu'elle est grenouille. Donc elle n'est pas lisse. Si on s'intéresse de plus près à cette zone de fatigue, on peut voir que l'on a des lignes d'arrêt qui sont créées au changement de régime de fonctionnement, typiquement lorsque vous avez un arrêt machine ou quand vous avez une surcharge due à un choc ou à d'autres phénomènes externes, ou au changement de fréquence de sollicitation. Tous ces paramètres-là peuvent créer ce que l'on appelle des lignes d'arrêt. Et ces lignes d'arrêt peuvent nous indiquer à la fois peuvent nous indiquer le sens de propagation de la fissure. euh, et on peut les voir à l'œil nu, mais aussi à la loupe binoculaire. Mais comme je vais vous le montrer tout de suite, juste après, on va voir que avec d'autres systèmes, on peut avoir plus d'informations qu'à l'œil nu ou à la loupe binoculaire. On a une deuxième information sur ce faciès, ce sont les lignes de crête. Et ce sont ces lignes de crête qui sont à l'origine de l'amorçage de notre fissure et qui ont ensuite permis la propagation, enfin en tout cas qui ont occasionné l'amorçage et ensuite la propagation de notre fissure. Et ces lignes de crête-là sont également observables à l'œil nu et à la loupe binoculaire. Comme je vous disais tout à l'heure, on va regarder de plus près les stries de fatigue à l'aide d'un MEB, ou plus communément appelé un microscope électronique à balayage, pour aller investiguer de plus près ces stries de fatigue qui sont présents dans la zone de fatigue. Et ces stries vont nous permettre de savoir si la fissure, enfin en tout cas la vitesse à laquelle s'est propagée notre fissure. Les principales causes de l'amorçage sont de deux types. Elles peuvent être externes, donc soit par des angles vifs, si vous n'avez pas usiné de rayons sur votre pièce, les angles vifs peuvent générer des concentrations de contraintes et occasionner un amorçage de fissure. Vous avez également les stries d'usinage. Il faut savoir que une rayure, ça peut être bête et méchant, mais ça peut occasionner l'amorçage d'une fissure si ce strie d'usinage se trouve dans une zone soumise au phénomène de fatigue. On a également les coups d'outils, les crics de rectification, les marquages. Donc attention à ne pas identifier vos pièces dans des zones où on observe que les concentrations de contraintes sont les plus élevées, et également des défauts de forge ou de fonderie débouchants. Elles peuvent être également, les fissures peuvent également s'amorcer en interne, dû à un défaut de forge ou de fonderie, ou aux ségrégations métallurgiques. Donc si vous avez un alliage qui comporte différentes nuances, la section entre ces deux alliages sur le plan cristallographique peut engendrer en tout cas l'amorçage d'une fissure. Je vais maintenant m'intéresser aux faciès de rupture pour chaque type de sollicitation que l'on peut rencontrer lorsqu'on fait des essais de fatigue. Le premier que l'on va étudier ici, c'est le type de chargement en traction-compression. Donc, une fois en traction, quand vous vous rappelez des cycles de contrainte de tout à l'heure, on a à la fois de la traction et à la fois de la compression. Donc, sigma max est en traction, est positif, et sigma min est négatif, donc en compression. Donc, c'est une pièce qui est sollicitée uniformément dans toute sa section. On va avoir un plan de rupture qui va apparaître au bout d'un certain nombre de cycles de contraintes. L'amorçage peut être à la fois possible, comme j'ai dit tout à l'heure, en externe, donc en surface, où on va avoir une zone
une zone de fatigue supérieure ici, enfin c'est la zone supérieure du faciès de rupture, et une zone de rupture brutale qui est la zone inférieure en bleu. Ou l'amorçage peut être fait en interne, ou on a ici l'amorçage qui est fait en interne et la propagation de la fissure qui est fait suivant une développante de cercle pour se propager jusqu'à les bords de notre échantillon. Là, dans le cas précis, on soumet notre échantillon de matière à de la traction-compression. Étant donné que les chargements sont ici suivant l'axe horizontal, notre plan de rupture va être normal, donc suivant l'axe vertical. Si on s'intéresse au niveau de chargement, si on a des chargements cycliques modérés, on peut voir que les zones de fatigue sont quand même prédominantes, malgré le fait que l'on ait des épaulements ou des convergents ou des réductions de section, même si l'échantillon de matière n'est pas cylindrique. Contrairement aux charges cycliques élevées, où on a une zone de rupture brutale qui est prédominante, et ça, quelle que soit la géométrie ou la présence d'un épaulement, d'un convergent ou d'une réduction de section présente sur notre échantillon ou notre pièce. Parlons maintenant de la flexion plane. La flexion plane, on contraint notre pièce plus majoritairement en surface. Donc l'amorçage se situe sur la fibre qui est ou la fibre d'ailleurs, qui est la plus tendue. L'amorçage de la fissure se fait en développement d'arcs de cercle s'aplatissant au fur et à mesure de la propagation. Donc si on regarde un exemple, l'exemple de tout à l'heure que je vous ai montré tout à l'heure était un exemple de flexion plane répétée, c'est-à-dire que l'on va appuyer, par exemple si on fait de la flexion 3 points, on va appliquer un chargement de façon répétée sans forcément tirer, donc on ne va pas émettre de compression en tout cas de traction euh, sur deux côtés de notre échantillon. L'amorçage de la fissure se fait dans le plan, comme je l'ai dit, où la fibre est la plus tendue, et la propagation se fait vers le haut. Et on a une rupture brutale sur le plan supérieur, où on a essentiellement de la compression au début de l'essai. On peut également faire de la flexion plane alternée. Donc on va solliciter les deux parties, les deux extrémités de notre éprouvette, et comme on tend, j'allais dire entre guillemets, si on exerce une traction localement sur les deux extrémités de notre section, on va amorcer à ces deux endroits et on va avoir une fissure qui va se propager selon ces deux localisations ici. Et on va avoir une rupture brutale qui va être centrale. Si on fait le même exercice que tout à l'heure que la traction-compression, si on regarde les charges cycliques modérées, le faciès de rupture va être prédominé par la zone de fatigue. Et si on est dans un cas de chargement cyclique élevé, on va avoir une zone brutale qui est prédominante, quelle que soit notre géométrie de pièce. Si on regarde maintenant les faciès de rupture pour la flexion rotative. Donc la flexion rotative, pour rappel, on fléchit notre éprouvette en lui imposant un bras de levier et on exerce une rotation de celle-ci, tout en étant fléchi, d'où le terme flexion rotative. Donc là, les maximums des contraintes se trouvent en surface et seront sollicités sur toute la génératrice à chaque tour. L'amorçage s'effectue en un point de la surface, et l'amorçage de la fissure et la propagation de la fissure se déroulent en arc de cercle, semi-elliptique incliné dans le sens opposé de la rotation. Donc, pour être plus précis, par exemple, ici vous avez le sens de rotation de notre essai qui est en rouge,
Et on a notre développante de la propagation de la fissure qui est dans le sens opposé. Même constat que pour les deux cas précédents, lorsque l'on a une charge cyclique modérée, la, la zone de fatigue est prédominante, et lorsque l'on a une charge cyclique élevée, la zone de rupture brutale est prédominante. Le cas de la torsion, on a également les contraintes qui sont maximales en surface. L'amorçage se fait donc en surface. Les développements de fissures sont suivant une hélicoïde inclinée à 45 degrés. Et on a trois types d'amorçage. Donc suivant le plan sigma max longitudinal, transversal, ou suivant un multi-amorçage, suivant différents plans de la section. Donc vous pouvez voir ici à droite deux types de faciès de rupture, en torsion répétée et en torsion alternée. Un cas particulier en torsion, celui des arbres épaulés ou entaillés, où par exemple on va avoir un épaulement sur notre échantillon et le faciès de rupture va plutôt être de la forme d'une étoile, ou ce qui signifie en fait que l'on a une amorce multiple sur tous les bords de notre échantillon, et ce qui va occasionner le faciès de rupture qui est présenté ici. Je conclus sur les étapes de conception d'une pièce en fatigue. Donc, pour commencer votre conception d'une pièce soumise à déchargement cyclique, il vous faut les données d'entrée. Donc, bien sûr, la géométrie de votre pièce. Souvent, vous avez le plan, donc vous n'avez pas besoin de faire de contrôle métrologique. Mais si vous voulez étudier une pièce et que vous n'avez pas les plans, vous pouvez réaliser des contrôles métrologiques. Il vous faut les chargements auxquels cette pièce est soumise. Et donc ces chargements peuvent être issus soit de mesures que vous avez réalisées. Ces mesures peuvent être faites sur un prototype instrumenté à l'aide de capteurs, d'efforts, de jauges de déformation et j'en passe. Les plus de cette méthode, c'est que les données sont sûres et sont de bonne qualité, souvent. Les moins, c'est qu'elles nécessitent un prototype, bien évidemment, qu'elles nécessitent des mesures de longue durée pour qu'elles soient représentatives de votre mise en service, de votre pièce en tout cas lorsqu'elle est mise en service, et elles doivent être comme je vais le dire, statistiquement représentatives. Vous pouvez également choisir de prendre des chargements qui sont issus de la bibliographie, donc par exemple des mesures qui ont été faites sur des événements prédéfinis. Le plus de ce choix-là, c'est que les données sont souvent valides et utilisées dans des normes, par exemple, et que vous avez moins de données à analyser que l'exemple des mesures sur un prototype. Néanmoins, ça nécessite quand même un prototype, puisque pour avoir ces données, il a bien fallu faire des mesures au préalable. Et ces valeurs-là tendent à être dominées par des événements extrêmes, c'est-à-dire que on va plutôt préférer utiliser des chargements extrêmes pour j'allais dire être conservatif dans notre étude. Donc on va utiliser des chargements qui sont peut-être pas forcément représentatifs de la durée de la mise en service de notre pièce, mais on va utiliser des chargements qui sont beaucoup plus euh, extrêmes, beaucoup plus endommageants pour votre structure qu'ils ne le sont. On a besoin également des propriétés matériaux et des paramètres de votre process. Pour cela, on peut avoir ces données en réalisant des essais mécaniques, type essai de traction, essai de dureté, et faire des analyses chimiques pour avoir la composition de votre matériau, de votre matière, et analyser avec des analyses métallographiques si votre matériau est de bonne qualité ou non. Et bien évidemment, il vous faut également les données de fatigue qui sont obtenues par des essais de fatigue. Et ces données peuvent être sous la forme d'une courbe de Wöhler
ou sous la forme d'une limite d'endurance avec les méthodes dont j'ai cité au début, c'est-à-dire la méthode du staircase et la méthode du Locati. La deuxième étape, c'est l'étape du calcul, où on va utiliser la géométrie, les chargements et les propriétés matériaux, du type module de Young, limite d'élasticité et coefficient de Poisson, par exemple, où on va s'assurer que les gradients de contrainte sont représentatifs de ce que votre pièce endure en service. Et une fois que cette étape de validation est faite, on peut procéder au calcul en fatigue à l'aide des données de fatigue, ce qui va nous donner en sortie une durée de vie de votre pièce avec la localisation de la rupture. Je ne vais pas préciser ici, mais vous allez pouvoir avoir aussi la localisation de en tout cas la partie de votre pièce qui va être le plus à risque de générer une fissure ou une rupture. Et vous allez pouvoir également avoir les chargements qui sont admissibles pour votre pièce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir calculer les chargements auxquels vous êtes sûr que votre pièce n'endurera pas de rupture pour un temps de service donné. Et enfin, vous avez une validation nécessaire hein, avec des essais sur votre pièce, parce que là on parle de pièce, on ne parle pas de matière, mais vraiment de pièce. Et on va procéder à des essais pour mettre votre pièce dans un environnement synthétique où on va appliquer des chargements via des machines hydrauliques, les chargements que peuvent voir en service, donc des chargements, des conditions de chargement équivalentes. Euh, on va faire cycler ces niveaux de chargement jusqu'à obtenir une rupture et faire une corrélation entre ce que vous avez obtenu en calcul et une corrélation avec ce que vous avez obtenu en essai. Et inversement, on peut également valider, la plupart du temps, on valide le calcul avec les essais, mais moi j'ai tendance à dire que c'est plutôt un échange à double sens. On valide certes le calcul par l'essai, mais on valide également l'essai avec le calcul. Donc pour conclure, la fatigue, c'est un processus qui, sous l'action de chargements variables dans le temps, modifie le comportement du matériau et occasionne des fissures jusqu'à une rupture brutale et finale. Cette résistance en fatigue, elle est importante parce qu'elle est inférieure à la résistance à la traction simple de votre matériau. Les étapes principales de la fatigue sont d'abord l'amorçage de fissures, de une ou plusieurs fissures, la propagation de celle-ci et la rupture finale de votre pièce. On représente le comportement en fatigue de façon globale suivant une courbe de Wöhler. Et à partir des faciès de rupture, on a la possibilité de déterminer si les chargements sont trop, j'allais dire, de niveau trop important, et on peut déterminer également avec le faciès de rupture quel type de chargement a occasionné la fissure ou la rupture de notre pièce. Pour aller plus loin, je vous invite à regarder sur notre site CETIM Academy les différentes formations que nous proposons. On en a 4 qui sont plutôt centrées sur la fatigue. Le M49 qui porte sur la fatigue des matériaux et des structures. On a le M40 qui fait un panorama de la fatigue des matériaux et des structures. On a le M48 qui porte sur l'analyse en fatigue à partir de calculs aux éléments finis, donc purement plus l'approche numérique. Et on a le T51 qui porte sur la fatigue des assemblages soudés. Donc les formations qu'on vous propose ici, les formations web sont très condensées. On survole de façon théorique le sujet de la fatigue, mais ces formations-là sont beaucoup plus détaillées. On a également un autre événement qui est en complément de cette formation web découverte, qui est le module numéro 2, où vous allez découvrir les différents essais de fatigue que l'on a pu faire, que ce soit sur échantillons de matière,
donc type essai de traction-compression, flexion rotative, torsion, flexion, etc. Mais également sur des pièces, des vraies pièces qui proviennent de structures beaucoup plus importantes. On a également un événement qui se déroule tous les 2 ans, qui s'appelle Fatigue Design. Les dates sont peut-être encore à confirmer pour 2021 selon l'avancement de la situation actuelle. Mais c'est un événement qui concentre à la fois des universitaires et des industriels qui viennent partager leurs découvertes et leurs avancées d'un point de vue théorique et pratique sur l'étude du comportement en fatigue sur des structures, des pièces, des nouveaux matériaux. Vous avez également la Mécathèque qui est présente sur notre site du CETIM où vous pouvez retrouver différents résultats de fatigue, par exemple, des courbes de voleurs, des limites d'endurance, etc., qui ont été faites sur des actions de recherche et développement, des actions collectives. On a également notre chaîne YouTube qui propose un panel de témoignages et des vidéos pédagogiques et techniques. On a nos solutions d'accompagnement au CETIM où sur ce lien, vous pourrez découvrir les essais et les analyses en fatigue que l'on fait sur les matériaux, sur des échantillons de matière. On sait également au CETIM vous accompagner pour le développement de vos prototypes en réalisant des bancs d'essai, c'est-à-dire qu'on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, synthétiser un environnement de service. On va créer un environnement synthétique de votre pièce pour que les chargements auxquels elles vont être soumises soient représentatifs des conditions de service auxquelles elles sont soumises. Et on va pouvoir réaliser des essais de fatigue dessus. On fait également des essais de fatigue sur des appareils du biomédical, type des protèges de hanche. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On a une petite communauté LinkedIn qui est en train de se former. Et vous pouvez également consulter une sélection d'articles qui sont présents sur Technique de l'ingénieur sur la thématique de la fatigue. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Hauteville, pour cette excellente présentation. Avant de passer au temps de questions-réponses, j'invite tous nos participants à répondre à cette série de questions. Merci à tous pour votre participation. Je vous invite à répondre à cette nouvelle question. Merci à tous pour votre participation. Je vous invite à nouveau à répondre à ces petits questionnaires de satisfaction. Merci à tous pour votre participation.
Merci à tous pour votre participation. Tout de suite, nous allons passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Monsieur Hauteville, avez-vous des exemples concrets de pièces industrielles qui se sont cassées par flexion répétée? Par flexion répétée, oui. Typiquement, on a pas mal de tôles sur lesquelles on peut observer des ruptures de flexion répétée, type les planchers. J'allais dire plancher métallique. Oui, on peut observer des ruptures sur ce type de pièces-là en service, oui. Pour Je ne sais venir pas si... Ouais, tout ce qui est vas-y. rail, par exemple, aussi, qui sont des ruptures Ah en oui, fait tout à fait. Mm. répétées. Et puis, vous avez aussi des exemples sur tout ce qui est en poutre, poutre I, poutre, voilà, des poutrelles, des choses comme ça qui sont sollicitées à de la flexion. Les exemples typiques de ce type de rupture-là, on les présente justement dans le deuxième module. Merci pour cette réponse. Question suivante. Est-ce que vous traitez de la fatigue d'un moule en fonction d'un apport cyclique de calories? Euh, Pas à ma connaissance, Isabelle, si Bah, c'est ce qu'on appelle la fatigue on va dire, due à des sollicitations thermiques. Mhm. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va transformer le phénomène thermique par une sollicitation, on va dire, mécanique. Donc, voilà comment ce qu'on pourrait, c'est vraiment la sollicitation qui va induire des contraintes mécaniques. Très bien, merci madame pour cette réponse. Question suivante. Quel code de calcul utilisez-vous pour la fatigue en EF? Alors, on utilise pour le processus de calcul, on réalise d'abord comme je vous ai montré tout à l'heure, des calculs statiques. Donc, généralement, on utilise plutôt Abacus. Et pour tout ce qui est calcul de fatigue, on utilise Encode. Donc, ce logiciel Utiliser distribué, FreeSave ou d'autres logiciels qui EFISAFE, merci. ouais, c'est ça. Moi, plus généralement, j'utilise plutôt Encode qui est distribué par la société HBM, Princia, qui s'appelle plus comme ça maintenant, mais c'est ce logiciel-là dans mon cas, j'utilise. Je pense que toi aussi, Isabelle, tu utilises ce logiciel-là. Très bien, merci Monsieur Hauteville pour cette réponse. Question suivante. Comment est considéré le fluage? Alors le fluage, c'est pas de la fatigue, hein, Hmm. puisque le fluage c'est le temps, c'est pas une sollicitation. Donc c'est le fluage, c'est l'évolution, l'endommagement de la pièce sous un chargement, on va dire constant au cours du temps. Hmm. Donc ça n'a rien à voir avec la fatigue. Vous n'avez pas de chargement cyclique, enfin le chargement n'est pas cyclique. Voilà. Alors après il y a ce qu'on appelle la fatigue fluage, où sous déchargement cyclique, on a aussi le matériau qui va, on va dire, se déformer. Mais c'est ce qu'on appelle la fatigue fluage. Merci Madame pour cette réponse. Question suivante. En diagnostic, suite à une rupture ou fissure, existe-t-il d'autres méthodes que l'analyse du faciès de rupture pour définir le mode de rupture? Bah, c'est le plus simple et c'est celui qui donne les meilleurs résultats. Les meilleures infos, ouais. C'est les meilleures les meilleures informations qu'on peut trouver, c'est sur le faciès de rupture. Donc, bon, c'est plutôt celui-là qu'on privilégie. Après, on peut étudier voilà, tout ce que la pièce a subi et qu'on sait ou, voilà, ou qu'on devine qu'elle a subi. Mais voilà. On pourrait regarder les cycles de chargement qu'on a sur les capteurs qui sont posés sur une pièce, mais ça nous donnerait pas autant d'infos que le faciès lui-même. Très bien, merci à vous pour ces réponses.
Question suivante. Est-ce que le rapport de contrainte pour l'essai de flexion est le même que l'essai traction-compression? Le rapport de charge, je suppose. Oui, Alors, vas-y. ouais, alors ça dépend. Si vous voulez, quand on réalise un essai, le rapport de charge, on peut mettre n'importe lequel. Que ce soit en flexion ou en traction-compression, c'est la personne qui veut réaliser l'essai qui impose ce paramètre. En traction-compression, on peut pas forcément, on n'est pas forcément obligé d'avoir un rapport de charge égal à -1. On peut très bien être à -0,5, on peut être enfin, c'est prédéfini avant l'essai. Et en flexion, pareil, si ça dépend en fait de votre méthodologie d'essai, si vous faites de la flexion 3 points, c'est sûr que vous n'allez pas avoir un rapport de charge de -1, parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir tirer sur votre pièce. Donc vous allez plutôt être dans des rapports de charge qui sont positifs. Par contre, si vous faites, si vous utilisez notre méthode, en appliquant par exemple un moment sur l'extrémité l'extrémité de votre deux extrémités pardon de votre éprouvette, vous allez pouvoir exercer de la flexion alternée, vous allez pouvoir fléchir votre pièce d'un côté ou de l'autre, et là vous allez pouvoir vous rapprocher d'un rapport de charge égal à -1. Mais par contre, il n'y a pas de lien, si vous voulez, entre les rapports de charge de chaque essai. Ça, il n'y a pas vraiment de lien de cause à effet entre ces données-là. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Est-ce que le phénomène de fatigue est lié aussi à la méthode de fabrication du matériau? Travail à froid, laminage, etc. Tu veux répondre, Isabelle? La tenue en fatigue, elle dépend du matériau et du process d'élaboration du matériau. Donc, chaque matériau process, donc couple matériau process, va avoir un comportement en fatigue qui est différent. Très bien, merci madame pour cette réponse. Question suivante. Quelles sont les normes qui régissent le dimensionnement en fatigue? Il n'y a pas de normes spécifiques. Vous avez des recommandations qui existent beaucoup pour tout ce qui est assemblage soudé, donc type Eurocode 3 ou des British Standards ou des recommandations de l'Institut international de la soudure. Côté pièces mécaniques, il y a des choses qui existent dans les DIN, donc ce sont des normes allemandes. Vous avez aussi, pour tout ce qui est levage, des normes NF ou des normes ISO. Donc, suivant, on va dire, le milieu, le domaine dont on travaille, on va avoir des normes ou des recommandations spécifiques. Donc, ça dépend, on va dire, du milieu dans lequel on travaille. Après, il y a aussi des normes sur les essais de fatigue eux-mêmes. On peut, par exemple, la 12107 que j'évoquais tout à l'heure, c'est un exemple de norme qui est utilisée pour les essais de fatigue. Mais c'est pas, c'est plus dans l'application, la mise en place de l'essai lui-même, pas forcément dans tout ce qui est mise en, mise en place de l'étude du comportement. Très bien, merci à vous pour ces réponses. Question suivante. Où peut-on trouver des données matériaux caractérisant le comportement en fatigue des matériaux de type handbook? De type, pardon? On n'a pas entendu la fin de la phrase. De type Handbook. handbook. Alors, vous avez au CETIM, pour ceux qui sont ressortissants du CETIM, donc sur le site du CETIM, vous avez ce qu'on appelle la mécathèque. Et dans la mécathèque, vous allez retrouver des fiches de données de fatigue sur certains matériaux. Après, vous pouvez en avoir auprès des fournisseurs des matériaux, puisque certains en ont. Donc, si vous avez un fournisseur attitré, ben, il peut peut-être vous en fournir. Et sinon, par des recherches bibliographiques dans les articles qui ont été publiés. Merci à vous pour cette réponse. Alors, deux questions en une. Quel logiciel recommandez-vous pour la conception des essais de fatigue? Et connaissez-vous des logiciels libres pour le calcul de rupture?
Alors, j'ai pas de Pour les essais, il n'y a recommandations. pas, Ouais. pour Vas-y, les vas-y, essais, vas-y. il n'y a pas de logiciel spécifique puisque ce sont des machines qui sont fournies par des constructeurs et chaque constructeur a son logiciel, on va dire, de mise en forme des données d'entrée pour faire fonctionner les machines. Côté essai, on parle. Côté dimensionnement, bah, vous pouvez utiliser, bah, comme vous disait tout à l'heure, Robin, tout ce qui est ENCODE, FISAVE ou autre. Très bien, merci. Question suivante. Comment prendre en compte le travail du matériau dans l'analyse de la rupture? Allô, il y a toujours quelqu'un? Oui, oui. Ouais, j'ai pas entendu la fin de la question, pardon. Pardon, alors je vous la répète. Comment prendre en compte le travail du matériau dans l'analyse de la rupture? Isabelle, tu saurais répondre à cette question? Je comprends pas la question. Non, moi non plus, je comprends pas bien. D'accord, on va passer à une question suivante. Les faciès de rupture sont-ils similaires à ceux présentés dans le cas de soudure? Pour les soudures, oui, on a des faciès aussi côté fatigue avec côté, on va dire, fatigue, une surface lisse et rupture brutale, surface rugueuse. Donc oui, pour les soudures, on a les mêmes types de faciès. Merci. Question suivante. Le comportement en fatigue est-il le même en compression et en traction? Alors, il faut savoir que la compression ne génère pas d'amorçage de fissure, donc Voilà. j'allais dire Donc, que oui. voilà. Donc, alors, il y a une différence entre chargement de compression et, on va dire, état de contrainte en compression. Un chargement en compression peut induire localement un état de contrainte de traction. Et donc, vous allez avoir une fissure qui apparaît et se propage. Mais en fin de compte, elle se propage localement sous un chargement de traction. Donc, ce qui fait propager une fissure, c'est toujours de la traction. C'est pour ça qu'on va plutôt parler en fatigue. On va utiliser la grandeur de contrainte plutôt que d'effort parce que justement, localement, l'état de contrainte peut différer de ce qu'on peut attendre lorsqu'on applique un chargement donné. Et mais comme l'a dit Isabelle, localement, la fissure va s'amorcer que si on a un état de contrainte en traction. Merci à vous. Dernière question. Avez-vous des projets de thèse sur la fatigue des matériaux? Alors oui, il doit y en avoir plein, mais peut-être que je suis pas Oui, tout il au en courant. existe. Il y a beaucoup d'études actuellement sur tout ce qui est fabrication additive, Ouais. mais aussi, on va dire, plus spécifiquement mécanique de la rupture sur la partie détection de défauts et voir comment est-ce qu'on peut les modéliser pour la propagation. Donc oui, dans ces domaines-là, il y a des études et il existe aussi pas mal d'études actuellement sur tout ce qui est fatigue des composites, puisqu'on va dire on connaît bien tout ce qui est fatigue métallique, des matériaux métalliques, mais on connaît quand même moins bien le phénomène sur les matériaux composites. Donc il y a beaucoup d'études actuellement sur la partie composite et fabrication additive. Et si je peux rajouter juste quelque chose, il y a aussi des thèses qui sont en cours sur la prise en compte, parce que tout à l'heure je disais que si un matériau comporte des défauts, l'étude en fatigue n'était pas forcément la plus adéquate. Il y a aussi des études en ce moment qui sont réalisées pour justement prendre en compte la taille des défauts dans un matériau pendant une étude du comportement fatigue d'un matériau qui comporte des défauts. Très bien, merci à vous pour toutes ces réponses. Il est temps pour nous de conclure. C'est la fin de votre webinaire. Découverte de la fatigue des matériaux, définition, vocabulaire et faciès de rupture.
Merci beaucoup à nos intervenants, Madame Isabelle Luther et Monsieur Robin Hauteville. Merci à notre partenaire, le team. Vous pourrez retrouver le replay de cette présentation d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinaire. À bientôt. À Merci. bientôt.